Silver Echo, le podcast, vous présente Parole d'experts, un podcast enregistré lors du Festival international Silver Echo Bien Vieillir 2023 au Palais des Festivals de Cannes. Cet épisode est consacré à la transition démographique, avec la participation de Serge Guérin et de Guylaine Alajoanine. Bonjour et bienvenue à tous dans ce podcast en direct du Palais des Festivals de Cannes à l'occasion du Festival international Silver Echo. Et je baisse un petit peu cette musique. Alors en 2050, il y aura 2 millions de seniors en France. Pour comprendre les enjeux derrière ce chiffre, je suis avec Serge Guérin, sociologue, et Guylaine Alajoanine, Madame Télémédecine. Bonjour. Est-ce que vous pourriez, et l'un et l'autre, vous présenter pour qu'on comprenne en quoi ce chiffre est important dans votre quotidien professionnel ? En quoi il vous intéresse ? En quoi il vous permet de travailler ? Peut-être avec vous, Serge ? Alors, honneur aux dames, alors avec Guylaine. C'est très simple, c'est un défi. Moi, je me rappelle quand je présidais la Fondation pour la recherche médicale, là, j'ai fait venir les gens de l'INSEE, c'était en 2005. Et je leur ai dit, écoutez, j'ai 440 000 donateurs, 68% sont des seniors, qu'est-ce que ça va devenir ? Oh, Madame Alajoanine, ne vous faites pas de soucis. Fin 2015, nous aurons plus de seniors qui rentreront dans les 60 ans que dans les 20 ans. Et je dis à mon assistant, calcule-moi ça par seconde. Finalement, un senior va naître toutes les 37 secondes et un junior toutes les 42 secondes. Alors, si on se projette au niveau de 2050, on voit très bien s'il y a, au niveau de la santé, s'il y a un maintien de l'espérance de vie en santé, qu'on oublie souvent dans les chiffres, dans les statistiques. Et c'est pas mon ami sociologue Serge Guérin qui va me contredire là-dessus. Donc c'est bien important pour nous, mais je pense que quand je dis défi, je vois d'un côté les risques et de l'autre côté, naturellement, les opportunités, de ces idéogrammes. Et on en parlera. Je tiens à préciser quand même que vous êtes vice-présidente de la Silver Valley et ancienne présidente de la Fondation pour la recherche médicale. Oui, absolument. Silver Valley, c'est plus de 300 entreprises qui œuvrent dans la Silver Economy. C'est le premier pôle d'innovation de la Silver Economy. Alors, quelques mots. Oui, Serge Guérin, sociologue. Voilà, donc moi je suis un sociologue, je travaille sur les questions du vieillissement depuis un bon petit moment. Je suis professeur à l'INSEC Grande École et je dirige aussi un master qui forme des directeurs des établissements de santé, sachant qu'une grande partie de ces établissements de santé sont là pour accueillir des gens âgés, mais pas seulement. Et puis par ailleurs, c'est aussi ces chiffres, ils ont toujours l'impact premier, c'est le volume. C'est-à-dire que souvent ces problématiques-là, on aimerait les mettre de côté, mais simplement, il y a de plus en plus de monde concerné. Et puis, il faut rappeler que les gens qui ne se sentent pas concernés seront un jour, c'est même ce qu'on peut leur souhaiter, concernés. Parce que s'ils n'étaient pas concernés, c'est simplement qu'ils seraient morts avant. Donc, notre destin individuel, c'est le vieillissement. Et le destin collectif de la société et de globalement d'ailleurs du monde entier, si je mets de côté la plupart des pays du continent africain, c'est le vieillissement. Parce que le monde entier est touché par cette situation qui n'est pas nécessairement une catastrophe, mais qui est une situation à prendre en compte et qui sera une catastrophe si on ne sait pas s'y préparer. Donc tout l'enjeu, c'est cela. Et s'y préparer, c'est d'abord changer de regard, et ne pas avoir toujours une vision négative du fait que l'âge avance. D'ailleurs, même le terme avancer en âge permet plutôt que dire vieillir, par exemple, tout de suite peut mettre les choses d'une manière un petit peu plus positive. Tous les termes qui sont utilisés autour du vieillissement sont souvent des termes très très négatifs. Donc à nous aussi de savoir construire un imaginaire, pas le monde de oui-oui, en prenant aussi les réalités de santé, les réalités de financement, les réalités de système de retraite. Mais au-delà de tout ça, c'est aussi comment on en fait un levier formidable pour innover, pour changer, pour aussi créer une intergénération solidaire entre nous tous, et aussi pour construire des ponts avec toutes les questions autour de l'autre grand défi, qui est le défi écologique. Serge Guérin, comment expliquer cette transition démographique ? Elle était prévisible, on savait qu'elle arrivait. Alors, comme souvent, c'est pas, même si on sait que ça arrive, on veut pas le voir. Il y a une vision comme ça du monde
qui fait que très souvent, on préfère laisser de côté. Mais on le fait souvent à titre individuel. Ouais, je sais, je dois faire ce truc-là, mais je verrai demain. Hein, il y a un côté comme ça, et on le fait aussi de manière collective, de la même manière. Donc oui, on le savait. C'était, il suffisait de regarder les chiffres, mais même dans les années 80, je me souviens au moment où la retraite avait été placée de 65 à 60 ans, quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir, certains de ses ministres d'ailleurs, comme Michel Rocard ou Jacques Delors, disaient mais c'est peut-être pas du tout la bonne idée parce que regardez les chiffres, on va vieillir, donc il y aura un problème de financement des retraites par exemple. Et puis j'ai dit non, on verra ça plus tard, et ainsi de suite. Donc on n'a pas voulu le voir, on a eu envie de ne pas voir. À titre individuel, on n'a pas envie de s'imaginer vieux, et d'une certaine manière, on n'a pas eu envie d'imaginer la France vieille. Guylaine, peut-être ? Oui, je rajouterais que naturellement, c'est là le problème. On n'a pas su anticiper les menaces. Donc, et les menaces, elles sont maintenant prégnantes. Hein. C'est-à-dire que au niveau du vieillissement, les 2 millions, eh bien oui, en 2050, par exemple, le professeur Dubois dit qu'on aura 2 millions d'Alzheimer, plus de 2 millions d'Alzheimer. Hein. Le changement climatique, on a un problème sur les maladies infectieuses. On ne sait pas encore vraiment qu'est-ce qui va nous arriver, que ça soit en sida, SIGA, Covid, etc. Les maladies chroniques sont en augmentation, mais d'une façon fulgurante. Donc là aussi, le grand mot, ça va être s'adapter. S'adapter, on est rentré dans une nouvelle ère. On est rentré dans une nouvelle ère qui est cette... Personne n'aime vraiment le changement, j'oserais dire, il y a que les bébés mouillés qui aiment le changement. Donc, personne n'aime le changement, c'est exactement ce que disait Serge, c'est-à-dire qu'on repousse toujours. Et pourtant, c'est une nécessité. Vous voyez, Jean Monnet disait d'ailleurs, les hommes n'acceptent le changement que quand il y a nécessité, et ils ne voient la nécessité que quand il y a la crise. Et donc on l'a vu avec la Covid, et donc on a vu un bouleversement, une révolution revolvérée, un retournement, par exemple au niveau de la télémédecine. Moi, il y a 30 ans, on me prenait pour une folle, c'était de la science-fiction, et puis maintenant, d'un seul coup, comme vous disiez tout à l'heure, j'étais devenue Madame Télémédecine. Hein, on faisait 10 000 téléconsultations la première semaine de 2019, on a fait 1 million de téléconsultations la première semaine de 2020. Et j'ai écouté le professeur Jérôme, je sais plus comment il s'appelle, le professeur de santé, là, qui faisait son point presse, dire, nom d'un chien, la télémédecine est devenue fondamentale. Ce qu'on n'aurait jamais pu dire il y a 20 ou 30 ans. Donc une nouvelle ère, hein. Il va falloir s'adapter, mais il va falloir s'adapter beaucoup dans les innovations. Je préside le Club mondial des inventeurs qui est au Canada. Et on voit, si vous voulez, arriver non seulement avec l'intelligence artificielle, mais aussi avec des systèmes comme tout ce qui est... reconnaissance faciale. Et exactement, hein, la plasmaplétismographie, par exemple, où on va voir changer la peau. Vous voyez, par exemple, au niveau des cancers, même à distance, au niveau des grains de peau. Demain, ce n'est plus vous qui prendrez rendez-vous avec le médecin, c'est le médecin qui prendra rendez-vous avec vous. Et quand vous allez arriver dans la salle d'attente, il y aura un Porsche, vous passerez sous le Porsche, et déjà toutes vos données seront captées. Et quand le médecin va vous voir, il y aura plus que son temps intelligent qui va véritablement fonctionner. On va lui donner on va lui montrer les analyses, et à ce moment-là, il va voir par rapport aux analyses, et naturellement, il va vous donner les premiers éléments de prescription que lui diront les données, les data, parce que en fait l'intelligence artificielle, ses sources, c'est les data qui sont aussi précieuses que le sang. Donc à ces vues-là, il aura à dire, je dirais, l'intelligence artificielle va lui dire, on dirait qu'il y a 3 choix, et lui avec sa pertinence. Donc c'est encore, il faut pas jeter l'homme. Hein. Demain, on ne va pas remplacer le discernement. On l'a compris, les impacts dans le quotidien seront nombreux. Serge, peut-être vous avez d'autres pistes aussi sur ce qui va véritablement changer au quotidien pour nous avec ce boom des seniors en 2050.
Ce qui va changer, c'est en effet notre quotidien, le fait qu'il y ait simplement plus de gens âgés. Alors dans ces gens âgés, il y a plein de gens qui iront très bien, qui seront en bonne forme, il n'y aura pas de difficultés particulières, mais simplement il s'agira de mieux adapter la ville, par exemple. La ville, il faudra l'adapter aussi bien au changement climatique qu'au changement démographique. Donc voilà. Donc par exemple, c'est comment on fait des lieux où par exemple les gens puissent s'asseoir un petit peu, comment on fait des lieux où les gens se sentent en sécurité, comment on fait des lieux où si jamais il fait très très chaud, on puisse être avec des arbres et tout ça, ou avoir moins chaud. Voilà. Donc c'est comment, mais aussi comment il y aura en termes de mobilité. Bon, il y aura des systèmes où les gens pourront prendre un transport en commun sans difficulté. Et finalement, quand on améliorera tout cela pour et avec les gens les plus âgés, ça améliorera aussi la situation pour les autres. Si après tout les transports en commun marchent mieux, tout le monde sera content de 0 ans à 100 ans, quoi. Il y aura pas de sujet. Voilà. Donc pour le gros de la population, finalement, ça sera ça. Et puis il y aura 2 autres éléments. Le premier, c'est la prévention, qu'on soit capable de mieux se dire, il va y avoir de plus en plus de gens âgés. Notre intérêt individuel pour la personne et collectif pour la société, c'est que ces gens-là soient le plus tardivement possible en mauvaise santé ou le plus tardivement possible en perte d'autonomie. Et puis, pour les personnes, pour ceux qui vraiment seront touchés, c'est comment aussi on sera capable d'organiser des lieux d'accueil, des maisons de retraite médicalisées qui soient en même temps des lieux de vie, comment on sera capable de permettre à des personnes touchés par des bousculements neurologiques très très forts, de conserver une dignité. Enfin, voilà, on aura finalement un triple enjeu. Un enjeu, je qualifierais d'intergénérationnel, que toutes les générations finalement trouvent leur intérêt à ce vieillissement, directement ou indirectement. Un enjeu écologique, on pourrait dire que l'écologie globale de la ville, de là où vivent les gens, ça peut être la ville, ça peut être la campagne, puisse être le plus facile possible et le plus adapté possible aux gens. Et puis le troisième élément, un enjeu sanitaire pour les personnes vraiment touchées par une perte d'autonomie sévère, comment on pourra le mieux possible les accompagner. J'aimerais rebondir justement sur ce que vient de dire Serge au niveau de la prévention, au niveau du sanitaire. À l'heure actuelle, de la même façon qu'on a eu la révolution pour la santé au niveau du frigidaire, du réfrigérateur, qui a amené tous ces problèmes, qui a aidé énormément au niveau de l'hygiène, de la santé. Ça va être véritablement un grand défi, là. Moi, j'ai vu, là, je suis monté, j'ai vu des Suisses qui proposent de la vapeur, l'Orastar, qui propose de la vapeur, qui permet d'enlever les punaises de lit, les bactéries, tous les microbes. Ça, c'est une révolution. Demain, on fait pas assez attention que dans le sanitaire, pour véritablement être en bonne santé, il faut être dans dans cette prévention où on va se laver les mains. Certes, on l'a bien vu avec la Covid, mais surtout qu'il faut regarder que il va pas falloir avoir peur du changement dans tout ça. Et puisque vous parlez du changement, j'en profite pour rebondir. Vous aviez tous les deux parlé en introduction de cette volonté des Français de ne pas voir ce qui allait arriver, et de repousser encore et encore le moment où on se dit oui, la population vieillissante, elle est là et les seniors sont là. Mais cette population, elle va forcément devoir être représentée aussi dans la société, et cette représentation-là, elle va connaître une grande mutation, une transformation. Est-ce que d'un point de vue de sociologue, Serge, vous avez quelques pistes là-dessus ? Alors déjà, première chose, c'est non seulement la société et les gens n'ont pas voulu voir les choses, mais les politiques n'ont pas non plus tenu leur rôle. C'est-à-dire, le politique, normalement, je parle d'un temps où les Pierre Mendès France étaient vivants, le politique, normalement, doit aussi projeter et dire aussi aux gens, voilà ce qui va se passer demain. Alors, ça peut être aussi des scientifiques, bien sûr, mais à un moment donné, il y a une parole politique qui doit être donnée et qui n'a jamais été donnée sur ce sujet-là, et sur d'autres sujets aussi d'ailleurs. Voilà. Mais donc ça n'a pas aidé non plus la société à grandir par rapport à cela. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vrai qu'il y a une réalité, alors même que les retraités, par exemple, c'est 17 millions de personnes en France aujourd'hui. C'est quand même pas rien. Et finalement, il n'y a aucune structure ou des structures qui les représentent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus dans une société démocratique où il y a les électeurs, où il y a les politiques, il y a aussi des syndicats, il y a aussi des corps intermédiaires. Et les corps intermédiaires version seniors, version retraités, sont extrêmement faibles, extrêmement fragiles. Par exemple, aux États-Unis, vous avez une organisation qui représente l'ensemble des retraités, c'est 42 millions d'adhérents. Chez nous, il n'y a rien, ou quasiment rien. Il y a quelques petites structures, mais qui représentent assez peu. Et il y a parfois les syndicats qui ont elles-mêmes une branche
retraite où il y a un peu de monde. Mais en tout cas, il n'y a pas une parole des retraités. Il y a par exemple, il y a des médias. Notre Temps est un média qui porte en grande partie la parole des retraités. Mais d'une manière institutionnelle, il n'y a pas quelque chose vraiment de représentatif. Donc les retraités n'ont pas su non plus s'organiser. Donc d'un côté, le politique qui n'a pas envie de regarder, la société qui ne veut pas regarder, et les retraités eux-mêmes qui ne savent pas trop se défendre. En revanche, ce qui se passe, c'est que la qualité, la quantité fait qualité. C'est Engels, le comparse de Karl Marx qui disait ça souvent, la quantité finit par faire qualité. S'il y a beaucoup de gens concernés, ça transforme culturellement les choses. Donc de toute manière, il y aura des changements par rapport à ça. Et puis l'autre élément qui va changer les choses, c'est que sont en train de disparaître les générations de retraités qui étaient, disons, des générations très discrètes, très dans le devoir. Je dois faire ça, c'est normal que je le fasse, mais je veux pas déranger, je veux pas me plaindre, et ainsi de suite. Et on va voir arriver les nouvelles générations qui sont des générations plus j'ai des droits. La génération droit va prendre la place de la génération devoir. D'une certaine manière, la génération silence va laisser la place à la génération bruyante. Donc tout ça va faire que non seulement il y aura de plus en plus de retraités, mais en plus des gens qui voudront se faire reconnaître de manière beaucoup plus forte. Donc ça va aussi sans doute transformer les choses. Ils vont prendre la parole, ils vont agir, ils vont se faire entendre, ils risquent d'être effectivement beaucoup plus représentés. Guylaine, vous vouliez dire quelques mots sur la représentation des seniors ? Oui, non, je voulais dire aussi que on oublie de temps en temps que les corporatismes ont été très violents. Donc, à l'heure actuelle, il faut avoir du courage, il faut avoir de l'audace. Hein. J'oserais dire, c'est pas en améliorant la bougie qu'on a trouvé l'électricité. Et il y aura toujours des marchands de candélabres pour briser le progrès. Il faut pas laisser ça de côté. Donc le corporatisme a été très puissant. Maintenant, on s'aperçoit quand même qu'il y a légèrement un bouleversement où la prévention est en train de prendre le dessus. Ça, c'est magnifique. Hein. Il faudrait une journée annuelle de la prévention. Comme, je dirais, on parle de télémédecine, on parle de déserts médicaux, il faut faire des zéro déserts médicaux, vous voyez. Il faut répondre à la question angoissante, mais qu'est-ce que j'ai n'importe où, dans n'importe quel endroit ? Et mon cher confrère, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là ? Ce sont toutes ces questions qu'il va falloir résoudre, et avec le temps, et en 2050, je pense qu'avec toutes ces innovations qu'on peut voir d'ailleurs beaucoup ici, on va résoudre quand même pas mal de problèmes. On reste un petit peu sur la télémédecine. Est-ce que vous avez des pistes, les uns les autres, de ce que sera la télémédecine en 2050 ? Est-ce qu'il y a déjà des grandes évolutions, évidemment, qui apparaissent ? Guylaine, peut-être ? Oui, naturellement. D'abord, il faut que vous sachiez que 68% de ceux qui utilisent, par exemple, tout ce qui est télémédecine, sont des seniors. Donc, il faut, pour répondre justement à cette question angoissante, mais qu'est-ce que j'ai n'importe où, dans n'importe quel endroit, demain, le bouleversement va se faire sur le soigné, hein, sur le soin. Tout à l'heure, je disais révolution. Oui. Demain, vous allez appuyer sur un bouton, la personne, naturellement, elle va parler avec, je dirais, à travers l'écran. Et l'écran, l'écran ne doit pas faire écran à l'empathie. Ça reste toujours dans une consultation. Vous avez 75% de questionnement. Donc, et au contraire, moi, je me suis aperçue que le médecin, quand il a quelqu'un en face de lui à travers l'écran, si on peut dire, il est beaucoup plus concentré et je dirais, il répond, il cherche les bonnes questions à poser pour savoir. C'est sûr que la télémédecine, ce n'est pas la panacée. Rien ne remplacera l'examen clinique. Mais palper, quand vous allez voir votre médecin, est-ce que bien souvent il vous palpe ? C'est 15-25%. Et il faut dans des cas très particuliers. Donc, mais c'est indispensable, naturellement, des maux de ventre, etc. C'est indispensable. Donc, la révolution va se faire beaucoup par l'apport des nouvelles technologies, par naturellement, on peut pas y échapper, hein, par l'intelligence artificielle, mais surtout, il va bien falloir, et c'est un défi là encore, à protéger les datas, protéger nos données. Demain, la télémédecine, moi je pense qu'elle sera complètement banalisée.
Serge, peut-être, est-ce que vous avez quelques mots en tant que sociologue? Est-ce qu'il y a déjà des études sociologiques sur les impacts de la télémédecine aujourd'hui, demain? Alors, ce qu'on peut voir, et en effet, c'est la capacité c'est finalement la télémédecine. En soi, on a fait tout un discours, mais les gens l'ont utilisé parce que ils avaient un confort d'usage et une efficacité. C'est-à-dire qu'en effet, avant la Covid, pourquoi je le ferais? Je préfère quand même aller voir un médecin. Là, au moment du confinement, c'était plus possible. Donc les gens, ils sont à un moment donné, ils réagissent de manière assez rationnelle. Ils disent, c'est mieux que rien. Et finalement, ça restera souvent un mieux que rien, mais ça peut être aussi un beaucoup mieux que rien. Et le problème aussi, c'est est-ce qu'il y aura toujours du rien ou est-ce qu'on saura aussi construire un projet de santé qui permette aussi à ce qu'il y ait du lien. Et ce qui est intéressant, c'est que la télémédecine peut être aussi dans une logique de complémentarité où finalement, il y a aussi des gens alors qui sont formés pour cela, qui ne sont pas des gens qui ont fait nécessairement autant d'études que les médecins, mais qui peuvent accompagner la personne qui va se faire ausculter et ainsi de suite. Donc on trouvera un système un peu hybride entre les deux. Mais encore une fois, ce qui va faire loi, ça sera la nécessité. C'est de toute manière, j'ai besoin d'aller à une consultation, j'ai besoin de voir un médecin, et finalement, c'est par ce biais-là que c'est le plus efficace. Et donc les gens prendront ce système-là parce que ça leur paraîtra le plus évident. Et par ailleurs, si on est en 2050, les gens auront pris l'habitude. Ça a été révolutionnaire au moment de la Covid, mais dans 20 ans, 30 ans, je présume que ça sera assez banalisé en effet. Justement, il ne faut pas opposer le grand risque dans les innovations, c'est d'opposer les innovations. Il ne faut pas opposer la médecine en présentiel avec la télémédecine en distanciel. Elles se potentialisent. Si j'ai un mot à dire, c'est ça. Elles se potentialisent. Et naturellement, il faut que tout le monde en profite, et particulièrement dans les déserts médicaux. Naturellement. Je vais vous demander à l'un et à l'autre, ce sera la dernière question de ce podcast, peut-être d'être un peu imaginatif ou prospectif, je ne sais pas, mais on vieillira comment en 2050? Serge, peut-être une idée? On vieillira aussi en fonction de ce que sera la société en 2050. C'est-à-dire que, est-ce qu'on sera dans une société relativement apaisée ou est-ce qu'on sera au contraire dans une société extrêmement éclatée? Est-ce que tout simplement il y aura des confrontations, y compris des confrontations très très violentes? Évidemment, notre environnement joue énormément, y compris sur notre vieillissement. D'autant plus que une des singularités du vieillissement, c'est d'être aussi plus fragile. Si mon environnement est beaucoup plus dur, ma fragilité est beaucoup plus difficile à supporter. Donc, c'est notre environnement qui va dire beaucoup de notre capacité, de notre manière de vieillir. Deuxième élément, c'est on vieillira d'autant mieux qu'on a su mettre en avant une société de la prévention. Si on est passé à côté de cela, le vieillissement sera certainement beaucoup plus difficile. Et puis, on vieillira bien d'autant plus qu'on aura su inventer une société de l'intergénération. Si on continue, alors sur l'intergénération, ça se passe plutôt bien, mais on est quand même d'une société, un pays France qui a tendance à un peu s'écarteler façon puzzle. Donc si on continue à être un petit peu comme ça en opposition ou en indifférence les uns avec les autres, le risque est assez fort que chacun soit un peu dans son ghetto avec des systèmes de protection et de peur par rapport aux autres. En revanche, si on a su inventer une société plus pacifiée, plus solidaire, capable à la fois d'affronter la question du vieillissement et la question écologique, sans doute qu'on vieillira plutôt bien dans ce beau pays France qui, de toute manière, sera un pays beaucoup plus chaud. Donc sans doute, mais pas encore sûr. On peut pas dire on vieillira mieux. On n'en est pas là encore. Guylaine, évidemment, vous voulez répondre à cette... Oui, parce que certes, on va dire que je suis âgée, mais je ne me sens pas vieille. Donc je pense que c'est là toute la différence. C'est arriver à... J'aimerais inverser la formule de Voltaire, hein, qui dit qu'il faut prendre soin de sa santé. En prenant soin de sa santé, on prend soin du bonheur. Donc je pense que c'est aussi aller vers le bonheur en prenant soin de sa santé et surtout en prenant soin aussi de sa longévité. Donc c'est tout un programme. Il faut en prendre soin de sa longévité. Il faut faire je dirais, certes, travailler nos neurones. Ce qu'on essaye de faire avec Serge, qui est lui tout jeune encore. Mais c'est vrai que la prévention, c'est une prévention physique.
c'est une prévention du lien et c'est évidemment aussi une prévention à la fois de l'émotion et du cerveau au sens le plus technique du terme. Donc c'est tout ça qui sera la prévention. C'est par exemple la capacité aussi de permettre à des gens qui avancent en âge de continuer de se former. Si on dit aux gens il faut travailler jusqu'à 70 ans, mais dès 45 ans on leur interdit de se former, évidemment c'est la meilleure manière de faire vieillir les gens de manière prématurée. Donc la prévention c'est un ensemble. Finalement c'est aussi le care, c'est-à-dire c'est l'attention. Finalement la prévention est une politique vive, dynamique, volontariste de l'attention à nous, aux êtres humains qui sont avec nous, et puis aussi à l'ensemble du vivant, puisque si le vivant va pas bien, nous n'irons pas bien et nous vieillirons d'autant plus mal. Donc cette notion de longévité, elle veut dire aussi que ça va se faire sur la durée. Ça se fait pas juste à un moment donné. C'est du premier jour de la vie au dernier jour de la vie, nous pouvons être au moins auteurs de nos vies. Et une des manières d'être auteur et d'aller vers le bonheur, c'est justement de pouvoir construire ce projet préventif. C'est la phrase d'Alain. Jurons-nous d'être heureux. Et ce sera donc le mot de la fin. Merci à Serge Guérin, merci à Guylaine Alajoanine pour leur participation à ce podcast. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast en direct du Festival Silver Echo 2023. Merci beaucoup.